Ma famille a volé la voiture classique que j'avais restaurée, alors je les ai tous laissés affronter la justice. Quand mon grand-père m'a donné sa voiture, mon frère l'a réclamée pour l'université, et mes parents m'ont dit de faire preuve de compréhension, et d'arrêter de causer des problèmes. J'ai dit non. Puis, un jour, je suis rentré chez moi, et j'ai découvert que la voiture avait disparu. Ainsi, moi, un homme de 22 ans, j'ai vécu dans l'ombre de mon frère tout au long de ma vie. Mon petit frère, James, 20 ans, a toujours été traité comme s'il était le cadeau de Dieu à l'humanité, tandis que moi, je suis fondamentalement l'enfant invisible, dont tout le monde se fiche éperdument. Cela a toujours été ainsi, depuis que nous sommes enfants. Je me souviens encore de cette fois, au collège, où j'ai remporté la première place au concours scientifique du district. J'avais passé des semaines à construire un super système de filtration d'eau, alimenté par l'énergie solaire. Quand je suis rentré à la maison avec le ruban bleu du vainqueur, ma mère a juste dit « C'est bien, mon chéri », et elle est retournée immédiatement aider James à faire une affiche pour son projet d'histoire géo, qui devait être rendu le lendemain. Il a eu un C+ pour ce travail, et ils l'ont emmené manger une glace, pour célébrer ses efforts. Noël a toujours été une vaste blague dans notre maison. La pile de cadeaux de James montait jusqu'au plafond, tous les derniers jeux vidéo à la mode, les meilleurs vêtements, bref, tout ce qu'il avait réclamé en pleurnichant pendant les 6 mois précédents. Ma pile à moi? Des trucs bon marché, peut-être une chemise en flanelle si j'avais de la chance, et parfois, quelque chose de réellement utile pour mes projets. Des cadeaux pratiques, disait ma mère, avec ce regard suffisant, comme si elle méritait une médaille pour m'avoir acheté des gants de travail, pendant que James recevait une foutue Nintendo. Mon père était toujours dans le jardin avec James, à lui apprendre à lancer un ballon de football américain, ou à construire ses projets scientifiques. Moi, j'étais seul dans le garage, à regarder des vidéos YouTube pour apprendre à réparer des trucs, parce que personne n'avait le temps de me montrer. Chaque fois que je demandais de l'aide à mon père, c'était toujours dans une minute. Une minute qui, d'une manière ou d'une autre, s'est transformée en années. Finalement, j'ai arrêté de demander. Ces conneries d'enfant roi allaient bien au-delà des cadeaux et de l'attention. James pouvait littéralement bousiller la voiture de maman, et il haussait simplement les épaules. Les accidents arrivent, mon chéri. Moi, je rentrais à la maison avec 5 minutes de retard après le couvre-feu, après avoir fait des heures supplémentaires à la quincaillerie, et j'étais puni pendant 2 semaines. Planète différente, règles différentes, quand on est le favori. Quand nous avions 16 et 14 ans, James a traversé cette phase où il empruntait mes affaires sans me le demander. Une fois, il a pris mon iPod pour aller au lycée, à l'époque où c'était encore à la mode, et des gamins l'ont volé dans son sac à dos. Quand je me suis mis en colère, mes parents m'ont dit que je devais être plus compréhensif, car ils traversent une période difficile en ce moment. La fameuse période difficile, c'était simplement qu'ils n'avaient pas été pris dans l'équipe première de basketball. Ils ne m'ont jamais remplacé l'appareil, mais 2 semaines plus tard, James en avait un tout neuf, parce qu'il avait besoin de musique pour ses entraînements. J'ai compris assez tôt que personne dans notre maison ne me soutiendrait, à part moi-même. Alors, je me suis tu, j'ai fait profil bas, et j'ai travaillé comme un forcené. J'ai décroché mon premier emploi comme plongeur, dans un petit resto routier un peu crasseux. J'ai économisé chaque centime, j'ai commencé à apprendre des métiers manuels grâce à YouTube, et auprès des vieux habitués de la quincaillerie, où j'ai finalement été embauché. De toute façon, je n'avais pas besoin de leur validation. Mes parents avaient cet angle mort, qui avait exactement ma taille et ma forme. Ils se souvenaient d'acheter les céréales préférées de James, mais oubliaient que j'étais allergique aux arachides. Ils pouvaient conduire pendant 4 heures pour assister au match de baseball régional de James, mais ne prenaient pas la peine d'assister à ma remise de diplôme du lycée, parce que la cérémonie était trop longue et que se garer serait un cauchemar. On dirait que j'invente toutes ces conneries, mais je vous jure que non. C'était comme vivre dans une sorte de sitcom tordu, où j'étais le personnage secondaire dont personne ne se souvient. Le fameux « Ah oui, il y a un autre enfant » aussi. Le pire, c'est que James était tout aussi insupportable que mes parents, à sa propre manière. Plein de droits, égoïste, et suffisant quant à son statut d'enfant prodige. Il me le frottait constamment sous le nez. Maman m'a dit oui, mais elle te dira probablement non, ricanait-il quand j'étais enfant. Ou bien, il cassait accidentellement mes affaires, puis jouait l'innocent quand je me mettais en colère. Le temps que nous arrivions au lycée, j'avais pratiquement accepté ma place dans la hiérarchie familiale. Garde tes attentes au plus bas, et tu ne seras pas déçu. Alors,
Je me suis concentré sur les choses que je pouvais contrôler, mes notes, mes emplois, mes amis, et mes projets. C'est donc ici que mon grand-père, un homme de 72 ans, entre dans l'histoire. Papy Joe était le seul à m'avoir jamais vraiment vu. Ironiquement, c'était le père de mon père, un ancien marine et un mécanicien de la vieille école, capable de démonter un moteur les yeux bandés s'il le fallait. Cet homme était une légende avec ses mains. Pendant que mes parents étaient occupés à applaudir au match de foot de James, ou à faire une obsession sur ses pièces de théâtre scolaire, j'étais dans le garage de mon grand-père. J'apprenais à faire une vidange, à remplacer des bougies d'allumage, et finalement, à reconstruire des carburateurs. C'était les seuls jours où j'avais l'impression que quelqu'un en avait vraiment quelque chose à foutre de moi. Tu as quelque chose de spécial dans ses mains, mon garçon, me disait-il, pendant que nous travaillions côte à côte, sur n'importe quel vieux taco qu'il était en train de retaper. Ton père n'a jamais eu la patience pour ces trucs-là. Toujours trop occupé à courir après la prochaine promotion, le prochain grand truc. Il secouait la tête, comme s'il n'arrivait pas tout à fait à comprendre où il avait échoué avec son fils. Mon grand-père voyait clair dans le jeu de favoritisme de mes parents. Ce jour-là, quand j'avais 15 ans, mes parents ont oublié mon anniversaire. Genre, complètement oublié. En revanche, ils se sont souvenus la veille que James avait une compétition de natation le lendemain, et que toute la famille devait y aller. Ma mère a littéralement dit « Oh, c'est ton anniversaire demain, n'est-ce pas ? On fêtera ça le week-end prochain. » Ils ne m'ont même pas acheté de gâteau. Quand mon grand-père l'a découvert, il était furieux. Il a débarqué chez nous ce soir-là, avec une boîte à outils enveloppée dans du papier journal. À l'intérieur, il y avait ce magnifique jeu de tournevis de précision que je lorgnais depuis des mois. « Joyeux anniversaire, gamin », a-t-il dit, assez fort pour que mes parents l'entendent depuis la cuisine. Certaines choses valent la peine d'être célébrées correctement. Chaque Noël, pendant que j'ouvrais ces cadeaux soi-disant pratiques de mes parents, comme des chaussettes ou des fournitures scolaires, mon grand-père me glissait en douce de vrais outils de qualité. Surtout des choses que j'utilise encore aujourd'hui. Une année, mes parents s'en sont d'ailleurs plaints. Ma mère a eu le culot de dire « Il n'a pas besoin d'être gâté comme ça, Joe ». Comme si un bon kit d'outils équivalait au nouvel iPhone que James venait tout juste de déballer. Mon grand-père l'a juste fixé comme si elle était idiote. Reconnaître le talent, ce n'est pas gâter un enfant, c'est un investissement. Puis, il m'a fait un clin d'œil. Quand j'ai eu 18 ans, on a diagnostiqué la maladie de Parkinson à mon grand-père. Une mauvaise nouvelle, évidemment. Il ne pouvait plus conduire, alors il m'a appelé un jour, en me disant qu'il avait quelque chose pour moi. Il a dit que ce ne serait peut-être pas joli à voir, mais que ça avait de bons os. C'était l'une de ses expressions préférées. J'ai conduit jusqu'à chez lui, en pensant qu'il allait peut-être me donner certains de ses vieux outils. Au lieu de cela, il y avait cette Mustang Fastback de 1967 garée dans son allée. Elle était d'un vert Highland Green délavé, avec plus de rouille que de peinture, des sièges déchirés, et un moteur qui faisait des bruits que je ne croyais pas possibles pour une voiture. Mais bon sang, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Mon grand-père m'a tendu les clés, et m'a dit qu'il me la gardait depuis que j'avais 12 ans. Il a expliqué qu'il avait observé la façon dont mes parents me traitaient pendant toutes ces années, et qu'il s'était dit que je méritais quelque chose qui ne soit qu'à moi. Il avait prévu de la restaurer lui-même, mais ses mains ne fonctionnaient plus correctement, avec la maladie de Parkinson qui commençait à s'installer. Ton père n'a jamais apprécié les muscles cars, a-t-il dit, en passant sa main sur le capot rouillé. Mais toi, tu vas la ramener à la vie. Je ne vais pas mentir, j'ai dû me détourner une minute, j'avais une poussière dans l'œil, ou quelque chose comme ça. Quand j'ai ramené ce tas de rouille à la maison, mes parents se sont littéralement moqués en la voyant dans l'allée. Mon père n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand je lui en ai parlé. Il a juste dit, ne gaspille pas ton argent dans ce cercueil roulant. Mon père était trop obsédé pour comprendre. Ce tas de ferraille ? Non. C'est là que j'ai compris ce que mon grand-père essayait de me dire. Ma mère s'est juste plainte des taches d'huile sur le béton. James, en revanche, a eu les yeux qui brillaient comme un matin de Noël quand il l'a vu. Waouh, ça va être tellement badass quand ce sera réparé. Même si grand-père ne la lui avait jamais montré, il était fasciné. Et pour une fois, j'ai senti que j'avais quelque chose qui l'enviait. Quelque chose qu'il ne pouvait pas obtenir, simplement en pleurnichant auprès de nos parents. Pendant une année entière, j'ai passé chaque minute libre sur cette voiture.
Chaque chèque de paie allait directement dans les pièces détachées, après avoir payé le loyer et la nourriture. J'ai appris à souder, je me suis appris moi-même à reconstruire le moteur, en regardant d'innombrables vidéos YouTube, et en lisant des forums. Mes mains étaient en permanence tachées de graisse, mes ongles n'étaient jamais complètement propres, et mes bras étaient couverts de petites brûlures et de coupures. Ma chambre était remplie de manuels de réparation Chilton, et de schémas de câblage imprimés. Je m'endormais en pensant au réglage des soupapes, et je me réveillais en planifiant la carrosserie. Quand les choses allaient mal à la maison, c'est-à-dire tout le temps, je m'échappais dans le garage, et je me perdais dans la restauration. Il y a quelque chose de presque méditatif dans le fait de travailler sur des voitures. Quand vous êtes dans la zone, il n'y a que vous et la machine. Tout le reste s'efface. J'ai récupéré des pièces dans des casses, dans des bourses d'échange, et sur des forums en ligne. J'ai reconstruit moi-même le moteur V8 390, pièce par pièce. J'ai poncé la carrosserie jusqu'au métal nu, et j'ai minutieusement réparé les points de rouille, apprenant à souder et à façonner le métal au fur et à mesure. J'ai fait la peinture dans l'atelier de l'oncle de mon pote, après les heures de fermeture. J'ai changé ma main-d'œuvre contre du temps de cabine. J'ai refait la sellerie de l'intérieur, la totale. Le jour où j'ai enfin réussi à faire tourner ce moteur correctement, en entendant ce grondement profond du V8 prendre vie, mec, c'était comme si tout mon travail portait enfin ses fruits. La peinture Vert Island scintillait au soleil. Oui, j'ai choisi la couleur de la voiture du film Bullitt, poursuivez-moi en justice si vous voulez. L'intérieur en cuir noir avait l'odeur d'un nouveau départ. Et quand je l'ai sorti pour sa première vraie balade, les vitres baissées, le moteur rugissant, pour une fois dans ma vie, j'avais quelque chose qui était vraiment à moi. Quelque chose que j'avais construit de mes propres mains, et dont personne ne pouvait s'attribuer le mérite. Elle était mon accomplissement, la chose que personne ne pouvait m'enlever. Voyez-vous, le truc quand on grandit comme l'enfant ignoré, c'est qu'on s'habitue à ce que les gens ne veuillent pas vraiment de vos affaires. Personne ne se battait pour emprunter mes vêtements, ou jouer à mes jeux, parce qu'à leurs yeux, James avait toujours la meilleure version de toute façon. Je n'étais donc pas préparé à ce qui s'est passé quand, pour une fois dans ma vie, j'ai eu quelque chose qui valait réellement la peine d'être envié. Et mon Dieu, ce que James enviait cette Mustang. Donc, une fois que j'ai réussi à faire rouler la Mustang correctement, James ne pouvait plus s'arrêter d'en parler. À chaque fois que je la conduisais, il était à la fenêtre, regardant comme un gamin qui fixe un camion de glace. Dès que je me garais, il sortait en courant vers le garage. Je peux m'asseoir dedans, juste une minute? Au début, cela ne me dérangeait pas trop. C'était même plutôt agréable d'avoir quelqu'un qui appréciait tout le travail que j'avais accompli. Mes parents, eux, s'en foutaient royalement. Mon père se contentait de se plaindre des outils qui prenaient de la place dans le garage, et ma mère n'arrêtait pas de faire ses commentaires passifs-agressifs sur le fait de gaspiller de l'argent, au lieu d'épargner pour un vrai avenir, peu importe ce que cela voulait dire. Mais ensuite, les demandes de James sont devenues plus agaçantes. C'est passé de « je peux m'asseoir dedans » à « je peux la conduire pour le bal de promo, juste pour une nuit ?» Je ferai super attention. Puis, c'est devenu « laisse-moi la prendre pour aller à la plage ce week-end ». Mon pote hallucinerait si je passais le prendre avec ça, toujours avec ce ton d'enfant gâté dans la voix. Comme si, bien sûr, j'allais dire oui, parce que c'est ce que tout le monde faisait toujours avec James. J'ai toujours dit non. Pas parce que je voulais être un salaud avec mon frère. J'ai dit non parce que je connaissais James. C'est le gamin qui a cassé 3 téléphones en un an. Le gamin qui a emprunté les clubs de golf hors de prix de notre père pour un seul après-midi, et qui a réussi, je ne sais comment, à perdre la moitié du set. Le gamin qui n'a jamais pris soin de rien, parce qu'il n'en a jamais eu besoin. Quelque chose était toujours remplacé quand il le cassait. Il n'avait à être responsable de rien, parce que bien sûr, mes parents assuraient toujours ses arrières. Et vous pensez que je suis assez fou pour le laisser prendre ma Mustang classique, minutieusement restaurée, après avoir observé ce palmarès toute sa vie? Putain, non. La tension a continué de s'accumuler. James levait les yeux au ciel à chaque fois que je refusais, en disant des choses comme « c'est juste une voiture, mec. T'es tellement coincé. Juste une voiture. Juste une voiture. » Comme si je n'avais pas passé une année entière, et dépensé le moindre euro disponible, pour reconstruire cette foutue machine. Puis, mes parents ont commencé à faire ces petites remarques pendant le dîner. Des trucs du genre, tu sais, partager fait partie du rôle d'un bon frère,
et cette voiture reste de toute façon dans le garage la plupart du temps. Un schéma classique dans notre maison, ce que James veut, James l'obtient. Sauf que cette fois, je ne cédais pas. Mon père a essayé de me faire culpabiliser un soir. Tu sais, quand j'avais ton âge, je partageais toujours avec mes frères, c'est ce que fait une famille. J'ai failli lui rire au nez. Venant du gars qui cachait littéralement les bonnes collations dans son bureau, pour ne pas avoir à les partager avec ses enfants. J'ai simplement répondu, quand tu avais mon âge, est-ce que tu as reconstruit une voiture classique de A à Z, avec l'argent que tu as gagné en travaillant comme un malade, tout en allant à la fac? Ça l'a fait taire pendant environ 5 minutes. Ma mère a essayé une approche différente. Elle m'a coincé dans la cuisine un matin, avec sa tasse de café et ce faux air inquiet qu'elle prend souvent. Mon chéri, je m'inquiète de te voir si attaché aux choses matérielles. Ce n'est que du métal et du caoutchouc. Tu sais, ce sont les relations qui comptent dans la vie. C'est amusant de voir à quel point il se soucie de maintenir de bonnes relations lorsqu'il s'agit de James. Les choses ont atteint un point de non-retour, lorsque James a été accepté à l'université d'État. Mes parents ont organisé cette fête immense, et ont invité tous les gens qu'ils connaissaient. Je veux dire, oui, c'est bien pour lui, mais ce n'est pas comme si l'université d'État était Harvard. C'est une école correcte, avec un taux d'acceptation de 70%, dans laquelle il est entré de justesse avec ses notes médiocres, et grâce aux relations d'anciens élèves de mon père. Mais passons. Je suis venu, et je l'ai quand même félicité. Pendant le dîner, mon père s'est levé, et a annoncé qu'ils avaient une surprise pour James. Il a commencé à parler du fait que James aurait besoin d'un moyen de transport pour le campus, qui se trouvait à environ 40 minutes de la maison. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux, en disant qu'il pensait que je devrais laisser James utiliser la Mustang pendant ses études. Toute la table s'est tournée vers moi, s'attendant à ce que je sourie et que je joue le jeu, comme d'habitude. Comme si j'allais dire, bien sûr, prends la voiture. J'ai passé 1 an à reconstruire le seul bien que je possède et qui est réellement de la valeur pour moi, mais il n'y a aucun problème. J'ai simplement répondu, non, ça n'arrivera pas. 3 petits mots. À en juger par leur réaction, on aurait dit que j'avais suggéré de sacrifier le chien de la famille. Un silence de mort s'est abattu sur la table. Mon père a essayé d'arrondir les angles en disant que nous en discuterions plus tard, mais j'ai également coupé court à cela. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à discuter. C'était ma voiture. Fin de l'histoire. Ma mère est intervenue, en disant que je ne devrais pas être égoïste, car James avait besoin d'un moyen de transport fiable pour cette période importante de sa vie. Comme si l'université était en quelque sorte plus importante que, je ne sais pas, mon existence tout entière, peut-être. Je leur ai dit de lui acheter une voiture, tout comme il lui avait acheté tout ce qu'il avait toujours voulu. C'est à ce moment-là que mon père s'est mis en colère. Il a frappé du poing sur la table, renversant presque la saucière, et a dit que j'étais ridicule pour juste une voiture. Je me suis levé, et j'ai finalement laissé sortir tout ce que je retenais depuis des années. Je lui ai dit que c'était ma voiture, que je l'avais reconstruite moi-même, que j'avais la carte grise, que je l'avais payée avec mon argent, et que je n'allais pas la donner à James juste parce qu'il en avait envie. Je leur ai dit, pour une fois dans leur vie, de dire non à leurs précieux enfants chéris. J'ai ajouté que James pourrait peut-être apprendre ce que c'est que de travailler réellement pour obtenir quelque chose, au lieu de se le faire servir sur un plateau d'argent. Ma mère m'a regardé comme si elle n'arrivait pas à croire que je me défendais enfin. Mon père avait l'air de sur le point de péter un vaisseau sanguin. James est juste resté assis là, en fronçant les sourcils, probablement furieux que son processus habituel du « je veux », je pleurniche, j'obtiens se heurte à un obstacle. Je suis sorti avant que quiconque ne puisse ajouter quoi que ce soit. Le lendemain matin, mon père a réessayé. Il a tenté une approche différente cette fois. « Écoute, fils, a-t-il dit, comme si nous négocions un contrat. Je comprends que tu as mis beaucoup de travail dans cette voiture. Et si nous te dédommagions pour ça? Nous pourrions mettre de l'argent dans une autre voiture de projet pour toi, quelque chose sur lequel tu pourrais travailler pendant que James prend la Mustang. Il en a besoin maintenant. » J'ai juste ri. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'argent. Je ne veux pas d'une autre voiture de projet. Je veux ma voiture, celle que j'ai déjà reconstruite. Et ne recommence pas avec ton « c'est juste une voiture », parce que ce n'est pas le cas. Elle compte pour moi bien plus que ça. Puis, il a de nouveau essayé la carte de l'égoïsme.
James a une opportunité ici. Cela pourrait vraiment le mettre sur la voie du succès. Ne veux-tu pas ce qu'il y a de mieux pour ton frère? J'étais tellement fatigué de cette rengaine. Et qu'est-ce qui est le mieux pour moi, papa? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit, ne serait-ce qu'une fois? L'expression sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était sincèrement jamais arrivé. Pendant les semaines qui ont suivi, l'ambiance était tendue à la maison. Ma mère a essayé le traitement par le silence, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Mon père n'arrêtait pas de lancer des petites piques sur le fait de jouer en équipe et sur le sacrifice familial. James alternait entre bouderie et tentative de m'amadouer avec un soudain intérêt fraternel pour ma vie. J'ai juste fait profil bas, et je me suis concentré sur mes cours et mon travail. Je passais le moins de temps possible à la maison. J'ai commencé à chercher sérieusement à prendre mon propre appartement, même si les loyers dans notre région étaient ridicules. Mais j'ai commencé à planifier. Je me disais qu'il finirait par s'en remettre, et par acheter une voiture à James, comme le feraient des parents normaux, une voiture qu'il pourrait s'offrir. Mais non, il n'en avait tout simplement pas envie, car pourquoi dépenser de l'argent quand il pouvait prendre ma voiture gratuitement? Puis, au bout d'une semaine, j'ai reçu un appel de ma tante du Michigan. La santé de Papy Joe s'était gravement détériorée. La maladie de Parkinson s'aggravait, et lors d'un examen de routine, les médecins avaient découvert d'autres problèmes. Ils étaient inquiets pour son cœur. Évidemment, j'ai paniqué, et j'ai immédiatement prévu de conduire jusqu'au Michigan pour le voir. C'était un trajet d'environ 6 heures, et je me suis dit que j'y passerais un long week-end. J'ai dit à mes parents que je partais, même si nous nous adressions à peine la parole depuis la dispute du dîner. Ma mère a simplement hoché la tête, et m'a dit de transmettre leur amour à mon grand-père. Mon père a grogné quelque chose sur le fait que j'allais manquer le travail, un classique. J'étais en colère de voir qu'il se fichait éperdument de mon grand-père. Mon ami Dean, qui avait toujours adoré les histoires de mon grand-père, était au courant du voyage. Il était triste pour lui, et m'a proposé de faire la route avec moi. J'avais envie de rendre visite à cet homme légendaire, a-t-il dit. J'ai pensé prendre la Mustang, mais les routes du Michigan au début du printemps sont un véritable enfer. Il y a des nids de poules de la taille de piscine pour enfants, à cause des cycles de gel et de dégel de l'hiver. Je ne voulais pas risquer d'endommager le châssis fraîchement restauré. De plus, le chauffage du camion de Dean fonctionnait mieux, et il faisait encore un froid glacial au Michigan en avril. Nous avons donc pris son camion à la place. Quand nous sommes arrivés au Michigan, mon humeur a complètement changé. Mon grand-père était en mauvais état. Voir ce dur à cuire d'ancien marine, qui avait l'habitude de me porter sur ses épaules, avoir maintenant du mal à tenir une tasse de café. Ça m'a vraiment bouleversé. Son corps l'abandonnait, mais son esprit était toujours aussi vif. Tu as pris tout ton temps pour arriver ici, a-t-il grommelé quand nous sommes entrés, puis il m'a fait un clin d'œil pour me faire comprendre qu'il plaisantait. Nous nous sommes assis avec lui, et il a commencé à raconter des histoires de guerre, et des anecdotes du passé. Dean buvait littéralement ses paroles. C'était bon de voir grand-père heureux à nouveau, même si ce n'était que pour un court instant. Dean a dû repartir après le premier week-end pour son travail, mais j'ai décidé de rester plus longtemps. L'état de mon grand-père était pire que ce que j'avais prévu, et je voulais être là. J'ai dormi sur un lit de camp dans sa chambre, à la résidence assistée. Je l'ai aidé à se déplacer, et je me suis assuré qu'il mangeait correctement. Nous avons eu de bonnes discussions pendant ces 2 semaines. Il a demandé des nouvelles de la Mustang, bien sûr. Je lui ai montré des photos de la restauration terminée sur mon téléphone, et ses yeux se sont illuminés. Bon sang, mon garçon, tu as fait du bon travail. Du très bon travail. Je suis fier de toi, gamin. Puis, il m'a interrogé sur mes parents et sur James. Il a tout de suite percé à jour mes réponses évasives. Ils te font chier à propos de cette voiture, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je lui ai parlé de James qui la voulait pour l'université, et de la grosse dispute. Mon grand-père a simplement secoué la tête. Ton père n'a jamais compris la valeur de travailler avec ses mains. Il a toujours voulu la voie de la facilité. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux. Ne cède pas. Tu m'entends? Cette voiture est à toi. Tu l'as construite. Tu la gardes. Je lui ai promis que je le ferai. Après presque 2 semaines,
mon grand-père s'est finalement suffisamment stabilisé pour que je me sente prêt à rentrer à la maison. L'infirmière avait une bonne routine avec lui, et ma tante passait le voir tous les jours. J'ai pris le bus Greyhound pour le retour. Ce fut un trajet long et inconfortable, et j'étais épuisé au moment où je suis arrivé à la gare routière de notre ville. J'ai appelé un Uber pour me ramener chez moi, puisque personne dans ma famille n'a pris la peine de me proposer de venir me chercher, même si j'avais envoyé un SMS avec mon heure d'arrivée prévue. Quand je me suis garé dans notre allée, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. La Mustang n'était pas dans le garage, là où je l'avais laissée. J'ai pensé que mon père l'avait peut-être déplacée pour travailler sur son propre projet de voiture, alors j'ai vérifié dans la rue, sur le côté de la cour, partout. Rien. Je suis entré en trombe à l'intérieur, et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine. « Où est ma voiture ?» ai-je exigé. Elle a sursauté, comme si elle était surprise de me voir, et a immédiatement essayé de changer de sujet. « Oh, tu es de retour. Comment va ton grand-père ? Où est ma Mustang ?» ai-je répété, ne la laissant pas détourner la conversation. Elle fuyait mon regard, soudainement très intéressée par le plat qu'elle était en train d'essuyer. James l'a prise pour aller sur le campus. Il avait besoin d'une voiture pour les cours. Et comme tu n'étais pas là. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il a pris ma voiture pour aller sur le campus, après que je vous ai tous dit non. Vous êtes sérieux ? Mon père est entré à ce moment-là, et j'ai pu lire sur son visage qu'il savait exactement ce qui se passait. Maintenant, écoute, a-t-il commencé, en utilisant sa voix de tribunal. Nous avons essayé de t'appeler, mais le réseau était mauvais là-bas. Connerie, ai-je répliqué. J'avais du réseau tout le temps. Je vous ai envoyé des SMS tous les jours pour vous donner des nouvelles de grand-père. Vous n'avez pas appelé, parce que vous saviez ce que j'allais dire. Mon père a continué. Écoute, ce qui est fait est fait. James a plus besoin de cette voiture que toi en ce moment. Et qu'est-ce que tu fais, à part exister ? C'est ma voiture. Je vais sur le campus tout de suite pour la récupérer. Ça risque d'être difficile, a dit mon père. La carte grise a été transférée légalement. C'est la voiture de James, maintenant. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Vous avez fait quoi ? Je jure que mon cerveau a fait une capture d'écran. La façon dont il l'a dit, c'était comme s'il parlait de la météo. C'est juste plus logique que ce soit lui qui l'ait, n'est-ce pas ? Vous avez transféré ma carte grise. Comment diable avez-vous fait ça sans ma signature ? Ils ont échangé ce regard qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Eh bien, à propos de ça. Nous avons imité ta signature. Vous vous foutez de moi ? C'est illégal. Ne sois pas si dramatique, a claqué ma mère, abandonnant enfin son jeu de douceur. Nous sommes tes parents. Nous avons juste pris la bonne décision. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à composer un numéro. Qui appelles-tu ? A demandé ma mère, soudainement nerveuse. La police. Mon père s'est jeté en avant, et a attrapé mon téléphone. Ne sois pas stupide. Tu vas le regretter. Je les ai regardés, bouillant déjà de rage. Ouais, quelqu'un va regretter ça, mais ce ne sera pas moi. J'ai repris mon téléphone, et je suis sorti. J'ai appelé Dean, et il est venu directement me chercher. Mec, qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait que tu as vu un fantôme. Je lui ai tout raconté. C'est quoi ce bordel absolu, fut la seule chose que Dean a pu dire au début. J'ai dormi sur son canapé cette nuit-là, trop en colère pour même penser à rentrer chez moi. Je n'arrêtais pas d'imaginer James en train de conduire ma voiture sur le campus, s'en vantant comme si elle lui appartenait. J'imaginais mes parents pensant qu'ils s'en étaient sortis à si bon compte. Plus j'y pensais, plus je devenais furieux. Le père de Dean, Tom, est rentré tard du travail. Heureusement, il est avocat. Dean lui a raconté ce qui s'était passé, et il s'est assis avec nous. Il m'a dit que ce qu'ils avaient fait était définitivement illégal. Vol de voiture caractérisé, faux et usage de faux, fraude. Ce sont tous des crimes graves. Mais il m'a prévenu que je devais bien réfléchir avant de m'engager dans cette voie avec ma famille, car il pourrait faire face à de réelles conséquences. Mais devinez quoi ? Je n'en avais absolument rien à foutre. Qu'ils affrontent ce qui allait leur tomber dessus, parce qu'ils l'avaient bien mérité. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé de SMS de mes parents.
Toutes les variations de rentre à la maison pour qu'on puisse en parler, tu réagis de manière excessive, et la famille passe avant tout. Je les ai tous ignorés, et je me suis endormi en sachant que j'allais leur donner une bonne leçon. C'est à ce moment-là que l'opération de démolition a commencé. Le lendemain, premier arrêt, le département des véhicules à moteur, DMV, l'endroit le plus ennuyeux de la planète. Mais bon sang, ça valait bien les 2 heures d'attente. J'ai demandé les dossiers de transfert de titre pour la Mustang. Effectivement, c'était là. Ma signature sur les documents de transfert, datait très exactement du moment où j'étais assis dans une chambre d'hôpital au Michigan avec mon grand-père. J'ai également obtenu des copies de la carte grise d'origine, prouvant que la voiture m'appartenait légalement depuis que mon grand-père me l'avait cédée. Ensuite, j'ai fouillé dans tous mes dossiers à la maison, pendant que mes parents étaient au travail. J'avais toujours été méticuleux quant à la tenue des registres pour la restauration de la Mustang. J'avais chaque reçu, chaque photo avant-après, chaque preuve montrant que c'était mon projet depuis le premier jour. J'avais l'acte de vente original de mon grand-père à moi. J'avais même des SMS de mes parents, reconnaissant qu'il s'agissait de mon projet de voiture. Puis, Tom a suggéré d'obtenir la preuve que j'étais bel et bien au Michigan lorsque le transfert de titre a eu lieu. C'était la partie de génie. Je suis allé à ma banque, et j'ai obtenu les images de la caméra d'un distributeur automatique, me montrant en train de retirer de l'argent dans le Michigan, le jour exact où les papiers de transfert ont été signés. J'étais littéralement à 300 miles de là, lorsque ma signature est mystérieusement apparue sur ces documents. Pendant que tout cela se passait, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mes parents ont laissé ces messages vocaux désespérés. Ça commençait par la colère, comment oses-tu ne pas répondre à nos appels? Puis, l'indignation totale, passant à la culpabilité, nous sommes tellement inquiets pour toi. Et enfin, pour s'installer dans la manipulation, si tu aimes ton frère, tu rentreras à la maison, et nous pourrons régler ça en famille. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'avais fini de parler. C'était allé bien au-delà du stade où une simple réunion de famille pouvait arranger les choses. Avec toutes les preuves en main, Tom et moi sommes allés au commissariat de police, pour déposer plainte pour vol qualifié, faux et usage de faux, et fraude. En sortant de ce commissariat, c'était comme si j'avais franchi une ligne de non-retour. Pour la première fois de ma vie, je ne me contentais plus d'encaisser les conneries que ma famille décidait de me faire subir. Je ripostais. Les rouages de la justice tournent lentement, mais ils finissent par tourner. Il leur a fallu près de 3 semaines pour donner suite à ma plainte. 3 semaines durant lesquelles mes parents ont intensifié leur tentative de me contacter. Les messages ont commencé à devenir désespérés. Arrête d'être dramatique et rentre immédiatement à la maison, tu détruis la famille pour une voiture de merde, et mon préféré, tu fais une montagne d'une taupinière. Une taupinière? Ils avaient volé ma voiture, falsifié ma signature sur des documents légaux, et m'avaient menacé quand je les avais confrontés. Mais bien sûr, c'était moi qui réagissais de manière excessive. Je suis resté occupé pendant ces semaines. J'ai pris des heures supplémentaires au travail, j'ai aidé le père de Dean autour de leur maison pour les remercier de m'avoir hébergé, et j'ai commencé à chercher mon propre appartement. Je me disais qu'il était grand temps de me libérer complètement des conneries de ma famille. Puis, après presque 3 semaines de silence de la part de la police, l'inspecteur a appelé. Nous avançons sur votre dossier, a-t-il dit. Des agents se dirigent actuellement vers le dortoir de votre frère pour récupérer le véhicule. Mon cœur battait la chamade en raccrochant. C'était en train de se produire, pour de vrai. J'étais à moitié convaincu que les flics allaient simplement balayer l'affaire, comme s'il s'agissait d'une simple dispute familiale. Mais quand les flics se sont présentés au dortoir de James pour récupérer la Mustang, elle n'y était pas. Selon son colocataire, James l'avait emmenée chez un ami pour la mettre en sécurité, après avoir reçu des SMS inquiets de nos parents. Parce que bien sûr, il l'avait fait. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment sérieuses. Ce qui n'était qu'un conflit familial s'est transformé en une véritable enquête criminelle. La police a retrouvé la voiture dans un garde-meuble, à environ 1 heure du campus. L'unité était louée sous un faux nom, mais ils ont pu retracer le paiement jusqu'à la carte de crédit de mon père. Et c'est là qu'ils ont trouvé ma Mustang, sous une bâche, avec les plaques du numéro de série, VIN, déjà retirées. Les flics ont déclaré que c'était la preuve évidente qu'ils prévoyaient, soit de la vendre illégalement, soit de la faire disparaître définitivement. Enlever les plaques VIN est un crime en soi. Le lendemain, James a été arrêté à son dortoir,
pour recel de biens volés et complot. Mes parents ont été interpellés sur leur lieu de travail, et inculpés pour faux, fraude, et falsification de preuves. Le journal local a publié un article, une famille inculpée dans un réseau de vol de voitures classiques. Il y avait même une photo de mes parents, escortés à l'intérieur du tribunal pour leur comparution. Mon téléphone a littéralement explosé après ça. Des parents éloignés, que je connaissais à peine, appelaient pour demander ce qui se passait. Des amis du lycée m'envoyaient des SMS pour vérifier si les rumeurs étaient vraies. Et mes parents, désormais véritablement désespérés, appelaient toutes les heures avec des supplications en larmes, pour que j'abandonne les charges. Dans leurs rêves les plus fous. Cela va ruiner l'avenir de James, sanglotait ma mère dans un message vocal. Il pourrait aller en prison. Est-ce vraiment ce que tu veux pour ton frère? Un autre message de mon père, tu es un vrai salaud. Les frais d'avocat épuisent nos économies. Nous pourrions perdre la maison. Je n'ai pas rappelé. Pas une seule fois. Ils avaient fait leur choix quand ils avaient décidé que me voler était acceptable. Maintenant, ils devaient en assumer les conséquences. Ma famille élargie était divisée. Certains étaient horrifiés par ce que mes parents avaient fait, comme ma tante du Michigan. D'autres prenaient le parti de mes parents, bien évidemment. La sœur de ma mère m'a laissé un message vocal cinglant, disant que je détruisais la famille pour une stupide voiture. Je n'ai pas répondu. Quel en aurait été l'intérêt? À travers tout ce chaos, j'étais calme. C'était comme si j'avais enfin atteint le point où plus rien de ce qu'il pourrait dire ou faire ne m'affectait. J'avais passé toute ma vie à être le bon gamin, le raisonnable, celui qui encaisse et fait face à toutes les injustices qui se présentent à lui. Et où cela m'avait-il mené? Nulle part. L'appel le plus surprenant est venu de James, depuis la prison du comté. Contrairement à son ton confiant habituel, il avait l'air désespéré. Il a commencé par me sortir des conneries, comme quoi c'était un malentendu, et a prétendu qu'il pensait que j'étais d'accord pour qu'il prenne la voiture, parce que nos parents le lui avaient dit. Je l'ai coupé net, et je lui ai dit d'arrêter de mentir. Il savait exactement ce qu'il faisait, puisque je lui avais dit en face, lors de ce fameux dîner, qu'il n'aurait jamais ma voiture. Après une pause, il l'a admis. Il a dit qu'il s'était figuré que je ne porterais pas plainte, parce que la famille reste soudée, ou d'autres foutaises du genre. Il a dit, mon père affirmait que ce n'était pas grave puisque ce sont mes parents, et que la voiture était gâchée avec toi, puisque tu te contentais de travailler dessus au lieu de la conduire vers un endroit qui en vaille la peine. Des conneries d'enfant gâtés pur jus, mais c'était exactement ce à quoi j'avais eu droit toute ma vie. Puis, il a eu l'audace de me supplier de retirer ma plainte, parce que ça allait gâcher sa vie. J'ai simplement ri, je lui ai souhaité la bienvenue dans le monde des conséquences, puis j'ai raccroché. À mesure que l'affaire avançait, l'inspecteur me tenait régulièrement informé. Les preuves sont accablantes, a-t-il dit. Entre la fausse signature, les images du distributeur automatique prouvant que j'étais hors de l'état, et le fait qu'ils avaient retiré les plaques VIN, le procureur était convaincu d'avoir un dossier en béton. L'avocat de vos parents nous a contactés au sujet d'un accord de plaidoyer, m'a dit l'inspecteur. Ils veulent que cette affaire disparaisse. Je parie qu'ils le voulaient. Mais ça n'allait pas disparaître. Pas cette fois. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce que cela attire autant l'attention. Merci à tous. Pour ceux qui demandent des nouvelles, je ferai une mise à jour bientôt sur toute la situation. Les choses sont assez compliquées en ce moment, alors excusez-moi jusqu'à ce que je sois libre. Salut Reddit, ça fait presque un an que mon poste d'origine a explosé, et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour avoir des nouvelles. Et laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de choses à raconter, alors accrochez-vous. Le système judiciaire a fonctionné avec une lenteur infernale, mais il y arrive finalement. Au cours des mois suivants, j'ai observé de loin la perfection de l'image de ma famille s'effondrer complètement. Il s'est avéré que le procureur n'était intéressé par aucun accord de plaidoyer. James s'est retrouvé avec une condamnation pour crime, felonie, pour vol qualifié de voiture et falsification de preuves. Il a été condamné à 8 mois dans la prison du comté, 3 ans de probation, et 500 heures de travaux d'intérêt général. L'université d'État l'a expulsé immédiatement, dès que la condamnation a été prononcée. Pas d'appel, pas de seconde chance. Mes parents ne s'en sont pas beaucoup mieux tirés. Mon père a été reconnu coupable de faux, fraude, complot, et falsification de preuves. Ma mère a reçu les mêmes chefs d'accusation, puisqu'ils ont prouvé que c'était elle qui avait réellement falsifié ma signature.
Ils ont tous deux écopé de 18 mois de probation, d'amende massive, et de 30 jours dans la prison du comté. Le juge a d'ailleurs refusé qu'ils purgent cette peine seulement les week-ends, comme il l'avait supplié. Mon père a perdu son emploi de comptable. Il s'avère que les cabinets n'aiment pas garder des fraudeurs condamnés pour gérer de l'argent. Leur réputation parfaite a été totalement détruite. En plus des accusations criminelles, le procès civil que j'ai intenté avec l'aide de Tom les a frappés là où ça fait mal. Ils ont dû vendre leur maison pour couvrir les frais juridiques et les dommages et intérêts. Aux dernières nouvelles, ils vivent dans un appartement miteux, et ont du mal à joindre les deux bouts. Ils ont essayé de se déclarer en faillite pour échapper au jugement civil, mais le tribunal a refusé. Par l'intermédiaire de leur avocat commis d'office, ils ont fait une dernière tentative pour me contacter. Ils m'ont proposé de prendre une deuxième hypothèque sur la maison qu'ils vendaient déjà, pour payer la voiture et même plus, à condition que je retire ma plainte. Ils ont dit que nous étions toujours une famille, et que nous pouvions surmonter cela. J'ai renvoyé une seule phrase via Tom, « Nous avons cessé d'être une famille quand vous avez choisi James plutôt que moi pour la dernière fois. » La Mustang a finalement été récupérée dans le garde-meuble. Le tribunal a ordonné qu'elle me soit restituée, avec des dommages et intérêts pour la tentative de vol et la détresse émotionnelle. Elle est revenue avec une bosse sur l'aile et quelques rayures, mais rien que je ne puisse réparer. Pendant que tout ce volet juridique se déroulait, j'habitais avec Dean et sa famille. Mais je savais que j'avais besoin d'une solution plus permanente. Je ne voulais pas seulement déménager, je voulais m'éloigner complètement de cet environnement toxique. J'ai donc pris une décision. J'ai emballé tout ce que je possédais, ce qui n'était pas grand-chose. C'est incroyable de voir à quel point on a besoin de peu de choses quand on prend un nouveau départ. J'ai quitté mon travail, et j'ai déménagé au Michigan, pour vivre avec Papy Joe. Sa maladie de Parkinson ne s'améliorait pas, et il avait besoin de quelqu'un à ses côtés de manière plus régulière, ce que ma tante ne pouvait pas assurer avec son travail et ses enfants. C'était honnêtement la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai transféré mes crédits du collège communautaire vers une école de la région, et j'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un atelier local de restauration automobile, où ils appréciaient réellement mes compétences. Le premier week-end après mon installation, j'ai pris la Mustang pour aller voir mon grand-père. Il avait l'air vraiment fatigué. Le voir dans cet état m'a brisé le cœur. Je l'ai aidé à sortir sur le parking pour qu'il puisse voir la voiture correctement, à la lumière du soleil. Il a passé sa main tremblante le long de l'aile. Le sourire sur son visage était précieux. Il était tellement heureux que j'emménage avec lui. Vivre avec mon grand-père ces quelques mois a été la meilleure chose qui pouvait nous arriver à tous les deux. Je l'aidais pour tout, je cuisinais même ses repas, tandis qu'il s'asseyait à la table de la cuisine, pour me donner des conseils sur les taux de compression et le réglage des soupapes. Nous regardions de vieux westerns ensemble le soir. Il s'endormait à la moitié du film, mais insistait toujours pour que je lui raconte la fin. Mes parents ont essayé de venir nous rendre visite à quelques reprises, après que l'état de mon grand-père se soit aggravé. Il a refusé de les voir. Il a dit qu'il ne voulait pas voir ces deux hypocrites. Mon grand-père est décédé environ 6 mois après que j'ai emménagé chez lui. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. J'étais avec lui cette dernière nuit, à lui parler d'une Dodge chargée de 69 que l'atelier venait de recevoir pour une restauration. J'ai fait le deuil de cet homme, et il me manque encore aujourd'hui. Lors des funérailles, ma famille est apparue. James avait une mine affreuse, après son séjour dans la prison du comté. Mes parents avaient simplement l'air vieux et abattus. J'ai gardé mes distances, même lorsqu'ils ont essayé de me parler. Je ne me faisais pas confiance pour dire quoi que ce soit qui ne tourne pas au scandale. Et mon grand-père méritait mieux que ça. Le dernier jour, après la cérémonie, j'ai été choqué d'apprendre que grand-père m'avait tout légué. Sa maison, ses outils, ses modestes économies. Mon père avait l'air d'avoir été giflé quand l'avocat a lu le testament. Je suppose qu'il comptait sur un héritage, pour l'aider à régler leurs problèmes financiers causés par ce gâchis juridique. L'avocat m'a ensuite tendu une enveloppe, c'était une lettre de mon grand-père. La lettre commençait par « À mon vrai fils ». Il y écrivait que ces derniers mois passés avec moi avaient été les plus heureux qu'il ait eus depuis des années. Il m'a même demandé de faire en sorte que la Mustang continue à rouler sans accroc. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en la lisant. Je garde toujours cette lettre dans la boîte à gants de la Mustang aujourd'hui. Je suis toujours dans le Michigan, je vis dans la maison de mon grand-père. J'ai de solides amis, un travail que j'adore,
et un avenir qui s'annonce plutôt radieux. Chaque dimanche, quand il fait beau, je sors la Mustang pour une longue promenade sur les routes côtières, près du lac. Quant à ma famille, ils m'ont contacté à de nombreuses reprises pour me supplier de les aider. Je les ai bloqués à chaque fois, et je leur ai dit d'aller se faire voir. Cette porte est fermée, et verrouillée à double tour. Les gars, merci pour toutes les récompenses et le soutien. J'apprécie énormément vos mots gentils. Pour ceux qui demandent si je vous donnerai encore des nouvelles. Je pense que je vais disparaître pendant un moment. J'ai vraiment besoin de faire une longue pause, et de me concentrer simplement sur ma vie.